Bienvenue, chers membres du Cercle de Wallonie, à ce séminaire, à ce webinaire plutôt, d'un genre particulier, en tout cas assez spécial de par le thème, en fait, effectivement, qui est un thème d'actualité, on en parlera dans quelques secondes, et aussi par la présence de l'orateur principal, en l'occurrence Roland Gillet, qui, comme vous le savez, est notre président du Cercle de Wallonie, mais il a aussi d'autres casquettes, et c'est plutôt sous cette casquette-là qu'il est là ce soir avec nous, parmi vous, puisque, comme vous le savez, il est économiste, il est professeur à la Sorbonne, professeur de gestion à la Sorbonne, aussi à l'Université libre de Bruxelles, et par ailleurs, il conseille un certain nombre d'éminences politiques ou économiques dans le cadre d'institutions publiques et privées. Bonsoir Roland. Bonsoir Amit. Voilà, alors avant de démarrer dans le vif du sujet, je crois qu'en tant que président, un certain nombre de nos membres seront ravis d'avoir un message de votre part. En tous les cas, moi je suis ravi de pouvoir parler à certains d'entre eux et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, tout en sachant que sans doute certains sont plus touchés par la pandémie que d'autres. Il y a des secteurs effectivement où je suis sûr qu'en ayant parlé avec pas mal de membres par le passé, ça ne doit pas être simple. Et donc, je leur adresse simplement un message de soutien à la fois moral, mais aussi par rapport à tout ce qu'on a déjà échangé ensemble sur le monde de l'entrepreneuriat. Et donc, je leur dis juste courage et j'espère qu'on pourra se revoir prochainement, non pas en distanciel, mais en chair et en os. En présentiel, comme on dit, ce qui est un horrible mot, mais enfin, on s'est habitué à le prononcer. Alors, justement, Roland, le titre de ce webinaire, il est très, très clair. Hein, c'est un bon titre de journaliste. Ça pourrait être un titre de journal L'Écho ou du magazine Trends. Les épargnants, les retraités, vont-ils payer le coût de la crise? La question, elle est posée. Donc, je démarre avec ça. De toute façon, ce qui est clair, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui paie. À un moment ou à un autre. Il n'y a pas de repas gratuit comme Jamais, jamais. C'est d'ailleurs ce que j'enseigne toujours à mes étudiants, mais c'est vrai en finance, mais c'est vrai en économie et c'est vrai dans tout. On peut mettre toute politique publique à plat. À un moment ou à un autre, il y a des dépenses, il y a des recettes. Il y a juste une manière dont on a toujours géré les choses dans le temps, et bien avant la crise ici, c'est de reporter sur les générations futures la capacité de payer éventuellement nos excès du passé. Et donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où tout le monde est touché, les jeunes et les vieux, par la pandémie, c'est vrai, mais aussi par les conséquences économiques. Et on sait que toutes les dynamiques qui avaient été mises avant, notamment au niveau des pensions, au niveau de la gestion, dans le long terme de l'environnement et des coûts que ça a aussi, et que ça aura pour pouvoir tenir certains critères qui sont évidemment liés à l'écologie et au fait qu'on veut protéger la planète, tous ces éléments-là font que l'addition commence toujours à monter plus. La pandémie et la crise économique qui est derrière viennent rajouter une couche, la fragilisation de certains secteurs aussi. Et donc, il faut toujours se dire à un moment ou à un autre, il faudra payer. Payer, ou en tous les cas gérer au mieux, pour pouvoir éviter que, justement, on aille prélever trop vite dans les poches des gens par, et on va sans doute y venir, des investissements, des vrais investissements, ceux-là qu'on les appelle stratégiques, qu'on les appelle green, qu'on les appelle ce qu'on veut, mais en tous les cas, au moins, qu'on ne dépense pas à perte, où on devra alors là réellement récupérer ce qu'on a fait ici en allant puiser dans la poche de pas mal de gens. Et les épargnants, pour le moment, sont une des catégories, mais le contribuable risque aussi, de manière générale, peut-être pas tout de suite, bien évidemment, mais par la suite de devoir aussi mettre la main à la pâte si on ne gère pas les choses avec une durée et une perspective à moyen ou long terme. Alors, juste pour mettre les choses en perspective, la dette publique belge, au sortir de cette crise, elle est évaluée à quoi par rapport au PIB? À 115, 120%? Voilà, exactement. Et encore, c'est ça qui est le plus difficile, et je trouve qu'aujourd'hui, on doit vraiment se mettre en perspective, c'est qu'on ne sait pas finalement jusqu'à où ça va encore coûter, puisqu'on ne sait pas encore quand on va vraiment redémarrer. Et donc, clairement, les politiques de soutien, avant même de parler de politique de relance, coûtent cher, elles coûtent même très cher. Il y a aussi tous des gens qui, malheureusement, vont perdre ou sont déjà en faillite et qui auraient peut-être pu être sauvés malgré qu'ils étaient pérennes, parce que justement la crise a tapé très fort sur eux, parce qu'il y a un arrêt complet et parce que leur trésorerie et même certaines aides n'ont pas suffi. Et donc clairement, tout ça, à un moment donné, il faudra le résorber et après envisager la relance. Mais encore aujourd'hui, on ne sait pas combien, au niveau régional, au niveau fédéral, au niveau européen, tout ça va coûter. Alors ça, c'est le point d'interrogation auquel vous avez fait allusion, mais vous avez aussi utilisé un terme qu'on utilise de plus en plus, c'est le mot relance. On a toujours dit que le meilleur plan de relance, c'était la campagne de vaccination. Alors, j'ai pas envie de plomber, je dirais, le moral de nos spectateurs, en l'occurrence ici les membres du Cercle de Wallonie, mais on est plutôt mal parti. On a raté l'épisode des masques, on a raté l'épisode des tests. Et là, clairement, l'Europe, on est en retard par rapport à Israël, la Grande-Bretagne. Mais c'est ça qui est un peu dommage, parce qu'on a les capacités à développer des tas de choses. Je voyais encore, et là c'est au niveau mondial,
ce que je vais dire, mais de voir que l'Europe y a contribué aussi pour une part dans le développement de ce qui a permis d'aller sur Mars et de voir des choses magnifiques, et sur quelque chose qu'on pourrait penser en termes organisationnels relativement simples, vacciner, on a tous été vaccinés, d'ailleurs on a éradiqué certaines maladies comme la rougeole par des vaccinations. La polio. Et parfois il y a des choses qui m'étonnent, alors c'est toujours facile de critiquer, je sais que ces gens qui sont en tous les cas au niveau des épidémiologistes, des gens éminents, font ce qu'ils peuvent, mais c'est clair que c'est plutôt au niveau de la logistique derrière aussi, que parfois ça ne suit pas et qu'on est fort étonné. Moi j'ai été allez, je cite un exemple, et je répète, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est de me dire que ce soit un pays comme la Belgique ou d'autres, quand on sait qu'on a un fichier qui peut au moins celui-là être correct ou censé correct à disposition, qui est par exemple pour les élections, on connaît pratiquement tous les gens qu'on doit convoquer pour une élection. On sait en plus que sur 1 ou 2 jours, un week-end, on arrive à les avoir tous dans un isoloir, ils prennent le temps qu'ils prennent, mais enfin, en tous les cas, ils arrivent à voter, et pour une bonne part, on a tous ces gens en très peu de temps. Alors vous allez me dire, il y a des abstentions, mais en tous les cas, c'est fait dans des endroits où on est censé les recevoir. Pourquoi, à la limite, ne pas utiliser ce type de fichier, avec en plus des codes-barres, et dire on va vacciner toutes les personnes de tel âge à tel âge, et sauf objection, et alors là on mettra ce qu'on veut dans les objections, le côté est-ce qu'il est légitime de ne pas pousser des gens à se faire vacciner alors qu'ils ne le veulent pas, et ainsi de suite, et de voir alors ceux qui ne veulent pas être vaccinés, ce qu'on leur impose, c'est-à-dire par exemple de rester confinés, c'est un choix. Moi je ne sais pas si j'irai tout de suite, mais si j'y vais pas tout de suite, j'accepterai qu'on me dise, puisque je ne contribue pas à cette immunité collective, eh ben, je suis un peu écarté dans le sens que je ne peux pas sortir comme les autres. Or aujourd'hui, ça n'en prend pas quand même la teneur, et je trouve qu'on met en place des trucs qui sont très complexes, qui changent tout le temps, et je pense même que des gens qui voudraient suivre, à un moment donné, ils ne savent pas s'ils peuvent faire ça ou ça, parce que ça change tout le temps, et parce qu'en plus, d'une zone à l'autre, d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre, tout est différent, et comme vous le dites très bien, c'est pareil aussi malheureusement avec les vaccins, parce que autant on a pu dire qu'on était parmi les premiers à avoir subi, hors Chine, avec l'Italie, les premiers effets de la pandémie, autant on n'est pas les premiers à en sortir. Au contraire, on est encore un endroit où le virus et même les variants se développent bien. C'est même malheureux qu'ils se développent aussi bien. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire à un moment donné, comme parfois certains Chinois ou Japonais venaient le faire chez nous, une photo de ce qui marchait, et pas nécessairement en Chine, comme par exemple en Australie. Alors je veux bien qu'on peut toujours dire, oui mais chez les autres c'est différent, d'accord, mais il y a des techniques qui marchent et puis il y a des techniques qui marchent moins. Or ici, je pense qu'on s'est enfermé dans une logique de confinement-déconfinement, ou même la définition du confinement, moi je veux bien, le premier c'est un vrai confinement, ici c'est quelque chose qui nous prive de certaines libertés, qui n'est pas un confinement, mais qu'on parle qu'on va déconfiner de quelque chose qui ne l'est même pas. Donc tout ça fait qu'il y a un brouhaha à mon avis de vocabulaire et de manière de faire, et je pense qu'aujourd'hui c'est pas facile, surtout depuis le temps que ça dure, qui aurait pensé qu'on y serait encore un an après, et avec quand même un taux de pénétration du virus qui est très gênant aujourd'hui, et donc ça devient très difficile à faire croire à la population qu'une mesure encore difficile va apporter une solution définitive. Et c'est ça qui, à mon avis, ralentit le phénomène. Alors, Roland, vous avez parlé tout à l'heure de fichiers pour, comment dirais-je, cibler les personnes qui seraient... Oui. Encore faut-il avoir des bons fichiers, on l'a encore vu avec l'INAMI, qui a convoqué les époux, les conjoints de telle ou telle personne qui était malheureusement décédée. C'est un peu comme en Corse, on fait voter les morts. Ici, on convoque des gens qui sont décédés. Alors, juste pour que nos membres comprennent bien... Est-ce que vous me permettez la boutade? Oui. Ce ne serait pas trop grave si on convoque les morts pour se faire vacciner. Je pense qu'ils ne viendront pas. Ça libérera de la place pour les autres. Donc, effectivement. Alors, l'importance du plan de relance, on l'a bien compris, puisqu'en fait, les pays qui sortiront le plus rapidement de cette pandémie vont avoir un taux de croissance plus élevé, parce que sortir le plus vite, ça veut dire quoi? Moins de morts, évidemment, ça c'est l'aspect sanitaire, mais moins de dettes, moins de faillites, moins de chômeurs. Et directement de la relance, en plus. Et quand on voit, c'est quand même une gageure pour nous, et pour nous, c'est tous les autres, à part la Chine, de voir que les Chinois, c'est quand même chez eux que ça a commencé, et ils nous montrent des images maintenant, alors je pense que ce n'est pas que de la propagande, où d'abord chez eux ça a l'air d'aller beaucoup mieux, et moi j'ai eu la chance, de rencontrer ou de voir des gens qui venaient de Chine pour prendre des décisions où c'était encore, où on a fait un peu de distanciel, ils venaient comme des cosmonautes de centrales nucléaires en nous expliquant que c'était la seule manière pour qu'ils puissent rentrer chez eux, tellement ils avaient peur de choper le virus chez nous, tellement on le gérait mal. Bonjour la confiance, oui. Oui, je sais bien, mais ça fait quand même que ça nous mine aujourd'hui, parce que, en fait, au bout du compte, les Chinois, sans parler de théorie du complot, sont en train de repartir. Ils avaient déjà une croissance beaucoup plus forte que la nôtre, bien avant nous, alors que c'est eux, finalement, qui, au début, étaient les plus touchés. Donc ça, c'est quand même une leçon. Et si vous regardez de l'autre côté aux États-Unis,
Je pense que les plans de relance, puisqu'on y viendra sûrement, la manière dont ils sont musclés, la manière dont ils ont été engagés beaucoup plus tôt que chez nous, je parle par rapport à l'Europe, montre aussi qu'on a un retard même quand on patauge dans la maladie elle-même. Donc je pense que l'Europe a tout intérêt à se réveiller parce qu'on prend du retard sur un des grands acteurs qui, lui, est déjà reparti et qui était déjà très fort avant, et un autre agit très vite et agit même avec une politique. On dit souvent les Chinois jouent sur leur monnaie, mais regardez quand même que le dollar américain vient de se dévaluer depuis l'été de quasi 10% par rapport à l'euro. Donc clairement, on a intérêt à être très bon quand on va vraiment sortir de là, parce que pour le moment, on a du retard d'abord par rapport à la pandémie, et dans les plans de relance, c'est compliqué d'avoir des accords. On sait que c'est les institutions, c'est pas tellement le peuple européen qui bloque, et donc je pense que ça devrait nous stimuler à avancer. Alors, si on reste sur ce plan de relance qui est en fait le plan, la campagne de vaccination, oui. On peut vraiment se dire qu'on est en échec. On le voit parce que la Hongrie est le premier pays européen à avoir autoriser l'importation du vaccin chinois. Oui. Donc bonjour la cohésion européenne. Et puis alors là, j'aimerais vous faire réagir sur une provision qu'avait faite il y a quelques semaines un économiste français, donc un collègue à vous, Jacques Delplat, et qui disait que finalement en Europe, on a peut-être eu l'erreur de se dire on va mutualiser nos efforts pour obtenir le prix le plus bas par rapport au vaccin, alors qu'en fait, ce qu'il fallait faire, c'était peut-être l'optique d'Israël, c'est-à-dire je paye plus cher, mais je sors beaucoup plus rapidement, et en fait, je paye plus cher, mais par rapport à la pandémie et au coût économique, en fait, c'est marginal. Ce que vous dites là m'incite à deux choses. D'abord, j'entends parfois des gens encore aujourd'hui qui me disent « Écoute Roland, je vois que tu mets un FFP2. Allez, franchement, est-ce que c'est vraiment nécessaire ? J'en sais rien. Mais quand je vois ce qu'est le coût d'un FFP2 par rapport au risque que je prends, si même il améliore sensiblement, effectivement, le fait de ne pas choper la maladie, je trouve que là, c'est des questions d'1 euro ou de 2 euros maximum par jour. Donc je me dis déjà, franchement, par rapport à ce type de coût-bénéfice, en fait. Oui, allez, franchement, moi, il est clair, hein, je préfère faire ça. De l'autre côté, c'est pareil pour un vaccin. Quand on voit ce que nous coûte, puisque nous, on n'a pas su juguler, comme la Chine, comme l'Australie, non pas la vaccination, mais le fait d'éviter que le virus circule, c'est vrai que c'est tellement important de l'arrêter maintenant, puisque c'était notre voie de succès, de dire, si on doit payer un peu plus cher, par dose, même si ça fait beaucoup, par individu vacciné, si on veut y arriver un jour et avoir cette immunité collective qui monte, on a intérêt à faire l'investissement. Hein, quand on voit tout ce qui est paralysé et tout ce qui risque de mourir si on continue, parce qu'il y a des gens qui, pour le moment, peuvent encore s'en sortir, sont en train de s'en sortir. Si on peut leur dire, au mois de mai, c'est fini. Si maintenant on leur dit, on va prendre encore le risque que ça dure encore un peu, certains vont mourir au fur et à mesure du temps. Hein, on sait que les moratoires vont s'arrêter, on sait que certains types d'aides vont s'arrêter, on sait que les garanties d'État pour certains vont s'arrêter aussi. Donc tout ça va fragiliser toute une série de gens qui nous écoutent aussi peut-être et qui doivent se dire maintenant quand est-ce que ça s'arrête. Et donc vraiment de dire si la solution c'est le vaccin, il faut que les gens soient vaccinés. Et c'est là aussi que ma deuxième chose, c'est ça, ça ne va pas vous étonner, si la solution c'est le vaccin, une fois qu'on aura les doses, il ne faut pas que maintenant on commence à dire oui mais moi je ne me vaccine plus, moi je n'ai pas envie de me vacciner, même si c'est peut-être une liberté individuelle. C'est à un moment donné, il faut savoir, le vaccin ne marchera que si on se vaccine. Donc si à un moment donné on se dit, de toute façon, quand on aura les doses, on n'est même pas sûr que les gens se vaccineront et on n'aura aucun moyen de les inciter à le faire, je n'ai pas dit de les obliger, alors ça ne sert à rien d'avoir les doses, quoi. Hein. Alors, pour relancer notre économie, tout le monde en parle et tout le monde le sait, il faudra s'appuyer sur 3 pieds, si je puis dire. Et la campagne de vaccination avec, malheureusement, les faux départs, mais on espère que d'ici septembre, on a vraiment les 70% d'immunité collective auxquels on aspire tous. Il y a effectivement le plan de relance, les fameux 6 milliards, on reviendra là-dessus, mais c'est pour un peu plus tard parce qu'il ne sera pas d'application tout de suite. Alors, pour tenir le coup, c'est quoi? C'est le plan de soutien, c'est tous ces droits de passerelle et tout. Mais vous venez d'y faire allusion, le moratoire, il s'est arrêté le 31 janvier. La question, c'est est-ce qu'il faut s'attendre à une vague de faillite, à un tsunami de faillite à partir de septembre-octobre après l'été? J'espère vraiment que non, hein, et je reste toujours optimiste et positif. Je crois, en tous les cas, c'est qu'on voit que les aides différenciées, il faut avoir les moyens de sa politique, dit-on souvent, mais si on regarde par exemple pour le moment au niveau régional en Belgique, on voit bien que l'aide qui est apportée par rapport à des niveaux de chiffre d'affaires perdus en Flandre n'est pas la même qu'en Wallonie avec des forfaits, n'est pas la même qu'à Bruxelles non plus. Et donc clairement, c'est un peu dommage, non pas que tout le monde fasse la même chose, mais qu'à un moment donné, certains souffrent déjà de la pandémie elle-même et des arrêts d'activité, de dire maintenant on ne doit pas être beaucoup plus sélectif dans ceux qu'on peut sauver parce qu'ils sont pérennes par rapport aux autres et qu'on tienne compte de la taille des sociétés pour quand même pouvoir à un moment donné sauver ceux qui méritent d'être sauvés parce que ça créera encore de la valeur plus tard.
Ben, ça, c'est très gênant. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on ne doit pas s'éterniser dans ce côté confinement, déconfinement et arrêt d'activité, parce qu'à un moment donné, ça deviendra juste impayable. Et il y a évidemment le point de départ où chacun a son rapport, si je peux dire, je ne vais pas dire nécessairement au niveau régional dette PIB, mais dette recette pour pouvoir faire face, va être un point de départ qui ne sera pas le même entre les régions, étant donné la richesse respective qu'elles ont. Mais justement, alors le fédéral, évidemment, peut jouer aussi, et joue bien entendu, mais ça veut dire que... Et l'Europe va jouer aussi. Mais les montants en jeu deviennent tellement importants qu'il va falloir à un moment donné bien structurer les choses et vraiment toucher ce qui reste la possibilité de créer de la valeur et de créer des investissements dans ces sociétés qui vont non pas être la relance, mais déjà de les sauver. Et la sortie de crise, justement, elle est encore plus importante, j'imagine, pour la Wallonie que pour la Flandre, parce que simplement la richesse des deux régions ne sont pas comparables. Et certains évoquent même le fait qu'on le voit dans le secteur événementiel, dans l'Horeca et tout, un certain nombre de fleurons, si on peut parler de fleurons dans ce genre de secteur, risquent malheureusement de tomber en faillite. Et on pourrait imaginer que ce soit plutôt la Flandre qui fasse non pas une OPA, mais que ce sont plutôt des acteurs flamands. Ils sont belges, bien entendu, il n'y a pas de problème, mais qui prendront le chiffre d'affaires qui manquera demain. Mais vous avez vu que même plus largement, il y avait une interview il n'y a pas longtemps de quelqu'un que je connais bien et qui est aussi quelqu'un qui veut se battre, c'est le patron d'Exki, Frédéric Rouvet, qui disait lui-même, si demain on continue à me laisser comme ça, il y a un moratoire déjà... Pardon, je suis en redressement judiciaire en France, je suis dans le monde entier, moi les coûts fixes sont tellement énormes qu'à un moment donné je vais avoir difficile. Est-ce que vous souhaitez un jour que je sois obligé d'avoir un fonds vautour qui vient me racheter à 51% maintenant pour me sauver avec des fonds propres et qui risque un jour de vendre la société ailleurs. Donc il y a aussi ce risque. Il est non seulement entre les régions, mais il va même plus loin. Peut-être qu'un jour les Chinois qui sont déjà venus, je m'en rappelle encore puisque je collaborais à ce moment-là au niveau de quelque chose qui n'était pas très gai, c'était le sauvetage de la Grèce. Souvenez-vous, ils sont venus acheter pour une bouchée de pain, d'ailleurs pas trop cher, le port d'Athènes. C'est un peu malheureux qu'on ait des solutions comme ça. Et les Chinois aujourd'hui, ils ne sont pas encore sur ce volet-là nécessairement, mais peut-être qu'à un moment donné, ils apporteront des fonds propres par leurs sociétés qui, elles, sont déjà reparties, en prenant des participations importantes dans des sociétés qui, elles, auront besoin d'eux si on ne trouve pas une solution rapidement au marasme dans lequel on s'installe. Parce que, comme vous le dites très bien, on peut avoir des plans d'aide qui sont musclés, mais il faut avoir la politique de se dire, est-ce que c'est tenable au niveau des finances publiques aussi? Je pense qu'aucun acteur public aujourd'hui ne se dit, je vais laisser partir des fleurons en faillite par plaisir. C'est de se dire, est-ce que j'ai encore les capacités de le faire, et étant donné toutes les aides que je dois encore avoir par ailleurs. Alors, est-ce que l'une des solutions, pour éviter évidemment ce scénario très noir, catastrophique, ne se résume pas à un seul mot, que vous connaissez bien en tant qu'économiste, c'est le mot confiance, dans le sens où on le voit en Belgique, il y a à peu près plus de 20 milliards d'euros qui ont été épargnés en fin 2020. Ça a l'air étonnant, alors ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais en moyenne, il y a quand même 20 milliards d'euros en plus. Il faut quelque part les libérer. On sait que cette épargne était d'abord forcée au début. Forcément, quand tout est fermé, vous ne pouvez pas consommer. Et aujourd'hui, c'est parce que les citoyens ont le trouillomètre à zéro. Ils se disent, demain, il va y avoir un chômage, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quel serait le conseil que vous donneriez, par exemple, à nos politiques, au gouvernement wallon, pour inciter les gens à dépenser, à consommer? Mais déjà, il y a deux choses. On sait de l'expérience, et on sait que ce n'est pas parce qu'on a l'expérience du passé que ça va se reproduire de la même manière, mais on sait que les gens, quand ils ne peuvent pas, ils sont bridés, souvent ils consomment très vite l'excès d'épargne qu'ils ont mis, et donc on risque de repartir très fort si effectivement, à un moment donné, on peut vraiment repartir librement. Donc ça, c'est un premier élément. Et là, il faut bien qu'on voit les choses. Ces gens ne peuvent pas être des très bons consommateurs demain directement si ils ont utilisé ce montant à investir, parce que ce sera pour le plus long terme à ce moment-là. Donc, on ne peut pas les avoir deux fois. Ou bien on les laisse dans la logique, cet argent, j'entends, sur les comptes actuellement, en sachant que dès que ça va repartir, cet argent va repartir directement dans l'économie et va justement permettre à des entreprises de redémarrer parce qu'ils vont avoir leurs consommateurs qui vont être très demandeurs. Leur chiffre d'affaires qui va exactement. Et on est d'accord que c'est comme ça qu'ils vont partir dans l'économie. Ou bien on dit non, on pousse cet argent-là tout de suite maintenant, aller plutôt vers de l'investissement, mais alors il ne sera pas là pour la consommation. Oui. Maintenant, si c'est des vrais investissements, dont les effets vont seulement venir dans 4-5 ans, il va y avoir quand même
à un moment donné, Un gap. ah ben oui, et donc ce gap, il faudra le combler. Et c'est pour ça qu'il faut bien voir où on met le curseur, tout en sachant que c'est qu'encore le contribuable consommateur qui va décider. Je pense que beaucoup de gens aujourd'hui n'attendent qu'une chose, hein, si on prend le secteur Horeca, mais les voyages, en fait, tout ça, c'est d'avoir la fenêtre d'opportunité, ils vont pouvoir partir. D'ailleurs, vous avez vu que même certains politiques ont oublié qu'ils ne pouvaient pas partir non plus. Oui, tout à fait. Je sais que c'est d'actualité, mais enfin, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui... Et d'autres qui devaient respecter leur bulle sociale aussi. Eh bien, d'accord. Donc, vraiment, les gens ont besoin de vivre autre chose. Donc, je crois que l'économie va vraiment bénéficier de cette manne, mais probablement par de la consommation. Alors, même de la surconsommation, qui risque même, et ce serait pas mal finalement, de créer un peu d'inflation, parce que ça risque de partir fort. Pour autant qu'on déconfine vraiment. Alors, Roland, pour revenir au titre de votre exposé de ce webinaire, c'est les épargnants et les retraités vont-ils payer le coût de la crise? Les retraités, ce sera quoi? À travers les taux d'intérêt qui sont planchers, donc ils ne pourront pas vivre de leur rente, ou en tout cas leur rente ne va rien rapporter. Et les jeunes, c'est quoi? Parce que le marché du travail va être gelé. Et donc, c'est les deux variables d'ajustement, les jeunes et les vieux. Mais sur la première, ce qui est amusant, c'est de nouveau, vous avez vu quand je disais consommation, s'ils les consomment, ils ne les ont plus pour investir. C'est pareil, même avant la pandémie, quand on a des taux d'intérêt négatifs, on appauvrit bien entendu la personne, puisque là, le taux d'intérêt négatif, ce n'est même pas un taux d'intérêt négatif réel, c'est un taux d'intérêt négatif nominal. Donc ça veut dire que la personne sait qu'en plaçant, elle perd de l'argent. Donc à coup sûr, elle perd encore l'inflation. À raison de 2%, sur 10 ans, ça fait 20%. Plus le taux d'intérêt négatif, ça fait 30%. Donc ça veut dire que ces gens qui sont quand même de bons consommateurs aussi, ou bien qui cèdent à la génération qui suit de l'argent pour le dépenser, cet argent, ils ne pourront pas le faire. Hein. Donc qu'on soit bien d'accord, ce n'est pas seulement de dire les retraités sont plus riches et ainsi de suite, et c'est eux qu'il faut, et ça c'est vrai, ce n'est pas eux qui font privilégier tout de suite, c'est les gens qui sont au niveau de l'emploi et qui travaillent tout de suite qu'il faut aider parce que eux, ils sont plus touchés, la réponse est vraie, mais de l'autre côté, par le système d'appauvrissement de ces personnes qui sont retraitées, vous avez un effet sur leur consommation et vous avez un effet sur la consommation des gens qui vont recevoir leur épargne. Donc, à un moment donné, ces taux d'intérêt négatifs auront quand même un effet aussi sur l'économie. Par contre, ce qui, moi, m'étonne, je n'aurais jamais cru ça dans toute ma vie, étant donné ce que j'avais reçu comme éducation, à la fois économique et financière, par des grands monsieur qui, aujourd'hui, à mon avis, s'ils revenaient sur Terre, retomberaient dans leur tombe ou demanderaient à y aller, un peu comme dans les couloirs du temps avec Jacouille la fripouille dans Les Visiteurs, qui diraient « c'est pas possible ». Il y a des gens qui acceptent de se dessaisir de leur épargne pour perdre de l'argent, à coup sûr. La réponse est oui. Alors la réponse est non. Vous allez me dire, vous dites oui et puis c'est non. Mais non, ils n'acceptent pas. C'est parce que l'activité des banquiers centraux, en Europe, parce qu'il y a des taux positifs aux États-Unis, en Europe, a permis, en rachetant des actifs d'État, de les acheter tellement que le prix est monté à un point tel que, imaginez, pour une obligation à taux négatif, j'ai certains parfois qui me demandent, donc les taux d'intérêt négatifs, ça veut dire qu'on paye quelque chose à l'État. Non, 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 c'est beaucoup mieux que ça. On achète aujourd'hui 104, une obligation qui sera remboursée à 100 et qui va donner par exemple du 1% pendant 3 ans. Donc vous savez que vous payez 104, quelque chose qui va donner 1, 1, 1, donc ça fait 3, plus 100, 103. Donc vous savez que vous perdez de l'argent en le faisant. Et comment est-ce que le cours est monté à 104? Ce n'est pas par les épargnants, qu'ils soient jeunes ou vieux, c'est simplement par le fait que la Banque centrale, pour le moment encore, et elle le fait non pas pour des raisons de dire je veux des taux d'intérêt négatifs, non, c'est pour soulager la dette des États. Depuis la crise de 2008 et relancer l'activité économique. Ce qui fait que la pandémie est venue, on en a rajouté une couche, mais ce n'est pas lié à la pandémie, les taux d'intérêt négatifs. Par contre, comme vous le dites très bien, ces retraités et ces épargnants, parce qu'il n'y a pas que les retraités, reçoivent plutôt, pour le moment, sur tout ce qu'ils ont dans leur portefeuille, dans leur fonds commun, dans leur fonds de pension, une rémunération négative, c'est-à-dire ils perdent de l'argent dans l'absolu sur leur portefeuille d'obligations d'État. Et ça, j'aurais jamais cru que... Et vous allez voir, vous avez parlé de confiance, qui serait à ce point confiant dans le fait que c'est un bonheur de perdre de l'argent. Ça, je n'aurais jamais cru. Parce que moi, je ne suis pas content de perdre de l'argent. Et vous allez me dire, comment est-ce que ça se fait? C'est 25% pour le moment de dette qui est en banque centrale par des rachats successifs, où pour le moment encore, l'achat est tellement important par la Banque centrale que non seulement les dettes qui arrivent à échéance sur son bilan, et c'est pour ça qu'elle parle d'actifs nets, d'achat net, tout de suite, elle les réachète. Donc elle permet aux États de replacer cet argent au niveau de la Banque centrale, mais mieux que ça, elle achète pratiquement toute la dette qui sort au niveau des États pour le moment. Elle ne peut pas l'acheter à l'émission, mais cette dette est achetée ou est placée sur le marché chez les investisseurs institutionnels, notamment les banques et les compagnies d'assurance et certains autres investisseurs,
Et dans le mois ou dans les mois, elle la rachète complètement. Donc, c'est cet acteur très actif sur le marché de la dette pour arriver à avoir des taux très très bas, voire négatifs pour les États en Europe, qui fait que les 75 autres pourcents qui détiennent cette dette, pour le moment, perdent de l'argent et ne s'en émeuvent pas trop. Ce qui me ferait un réel plaisir, même si je suis dedans, parce que franchement, c'est un effort collectif qui, pour le moment, est naturel, contrairement à l'imposition. Qu'est-ce que je veux dire? Si demain on augmente les impôts dans les tranches de revenus pour compenser la crise, il n'y aura pas de choix. Je suis obligé de payer des impôts. Par contre, je ne suis pas obligé de détenir de la dette publique qui me fait perdre de l'argent. Donc, pour le moment, ces gens sont complaisants. Et c'est 75% en cours du marché aujourd'hui. Donc, malgré la pandémie, ou à cause de la pandémie, plus exactement, il y a 25% de dettes, plus ou moins, stockées des États européens en banque centrale. Il reste donc 75% qui n'y est pas. Or, les 75%, c'est eux qui subissent les taux d'intérêt négatifs. Alors, est-ce qu'on peut en tirer... Vous soulevez un problème important en parlant des taux d'intérêt bas, négatifs, etc. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on vit dans une économie, je dirais, artificielle, dans le sens où la vérité des prix n'existe plus? On le voit bien, si on regarde les faillites, elles ont baissé en 2020. Alors, on sait très bien que ça va mal parce qu'évidemment, il y avait le moratoire. On regarde le taux de chômage, il n'a pas augmenté parce qu'il y a ce chômage temporaire. Et si on regarde effectivement les taux d'intérêt, ils sont administrés par la Banque centrale. En fait, on est dans une économie presque communiste administrée. Administrée. Ouais. Et franchement, vous avez donné... D'ailleurs, c'est bien simple. Tout ce que vous avez dit, je pouvais le reprendre dans la réponse. C'est exactement ça. Les taux sont administrés, en tout cas les marchés de taux d'intérêt sont administrés. Et vous voyez, même dans certains pays, parce qu'il ne faut pas regarder que l'Europe, simplement les taux d'intérêt négatifs, c'est nous. Mais si on regarde les Japonais, la Banque centrale va même jusqu'à racheter des actions. Elle achète non seulement de la dette corporate, mais elle achète des actions. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous pourriez avoir le même phénomène. Vous voyez d'ailleurs que le Nikkei n'a jamais été aussi en progression, alors qu'ils ont subi aussi. C'est vrai qu'ils sont repartis, qu'ils sont mieux que nous, mais enfin, la hausse maintenant, une bonne partie de la hausse de la bourse japonaise est due à des achats de la Banque centrale. Donc à un moment donné, cet acteur omniprésent, qui est bien entendu, loin de moi l'idée de le critiquer, parce qu'il était bien nécessaire, avant que, je vais dire, les États ne jouent pleinement leur rôle, même avant la pandémie, pour relancer l'activité économique, c'est eux qui sont justement venus à leur chevet des États, et notamment en Europe, pour que leur taux de financement soit à des niveaux vraiment très bas, voire planchers, voire négatifs. Donc on ne peut pas leur en vouloir non plus, quand on est très heureux collectivement, que la dette ne coûte pas très cher aux États, dont nous sommes quand même tous les garants, puisque nous sommes les contribuables, et donc les gens qui un jour, ou la génération future, ou les générations futures, là, au moins, je ne dis pas la rembourser, au moins devoir la gérer. Et donc clairement, on ne peut pas être heureux de ça et dire de l'autre côté, tiens, la contrepartie, c'est que les taux d'intérêt sont très bas. Ben oui, on a l'un ou l'autre. Et donc clairement aujourd'hui, l'arbitrage, et vous l'avez très bien dit, c'est de dire, est-ce que ce monde administré peut devenir institutionnalisé? On était bien d'accord que les taux d'intérêt négatifs, et les banquiers centraux, Mario Draghi l'a dit lui-même, c'est une mesure non conventionnelle extraordinaire. Or, aujourd'hui, ce n'est plus non conventionnel, puisqu'on le fait. Ce n'est plus extraordinaire parce que c'est pérenne, en tous les cas depuis un certain temps, et mieux, à cause de la pandémie, on a dû encore frapper plus fort. Moi, une anecdote, j'aime bien franchement de le dire, parce que c'est un fait, il n'y a pas d'intelligence, mais il fallait le relever. C'est au moment où Moderna et Pfizer ont annoncé la découverte du vaccin. Ils l'ont annoncé l'après-midi, heure européenne. Et le matin, évidemment, personne ne pouvait savoir cette annonce, et vous allez voir que ça n'a même rien à voir, mais le matin, le taux d'intérêt sur la Grèce et le taux d'intérêt sur l'Italie, malgré la pandémie, est tombé à un plus bas historique. Donc ça veut dire qu'alors qu'on est en pleine pandémie, qu'on n'a pas de solution, qu'on n'a pas encore le vaccin, par les actions des banquiers centraux qui soulagent évidemment la Grèce et l'Italie qui sont des élèves faibles, le taux est tombé à des niveaux historiquement le plus bas. Donc clairement, sans aucune relation, comme vous le dites, avec la réalité qui voudrait que quand un pays perd en solvabilité, la confiance est moins forte et donc les taux d'intérêt sont plus élevés. Et bien là, il s'est passé juste le contraire. Et donc, on voit bien que l'administration par la Banque centrale des taux d'intérêt conduit à des choses qui, sur le plan de la finance simplement logique, est complètement l'envers de ce qui devrait se passer. Alors, restons dans cette logique ou cet illogisme, je ne sais pas ce qu'il faut dire. On revient de nouveau à votre titre, les épargnants ou les retraités, mais on pourrait dire, laissons tranquilles ces braves épargnants, laissons tranquilles ces jeunes qui ont déjà assez à faire, et annulons tout simplement cette dette Covid. Il y a même des économistes qui le disent, et des gens tout à fait orthodoxes qui disent, éliminons la dette Covid, pas la dette publique entière, juste cette partie-là. Après tout,
moralement, ce n'est pas de notre faute, c'est la faute à Fatalitas. Pourquoi faudrait-il la rembourser, cher Roland? Mais moi, je le verrais autrement. Est-ce que ça changerait quelque chose si on la met en banque centrale pendant longtemps, de l'effacer ou pas? Oui et non. D'abord, non sur le plan du coût. Parce que imaginez même que cette dette, toute la dette qui est en banque centrale, coûte du 5% ou du 10%. Ça ne changerait rien pour la dette qui est en banque centrale. Pourquoi? Parce que derrière la banque centrale, il y a les États membres. Et les États membres de la banque centrale, ce sont eux qui gèrent la banque centrale. Et donc, quand les taux d'intérêt sont payés à la banque centrale, imaginons à du 10%, pendant l'année ou en fin d'année, la Banque centrale peut rendre à tous les États les intérêts qu'elle a reçus. Donc en gros, au début de l'année, ils payent les 10%, en fin d'année, ils les reçoivent sous forme de bénéfice de la Banque centrale. Donc que les taux soient à 5, soient négatifs, à 5%, qu'ils soient négatifs ou qu'ils soient à 10%, en termes de coût pour la partie qui est en Banque centrale, ça ne change rien du tout. Donc pourquoi annuler cette dette? Vous allez me dire, mais pourquoi ne pas l'annuler quand même, puisqu'on ne la remboursera que peut-être tardivement? Pour une seule et unique raison, c'est que c'est justement le bilan de la Banque centrale et la manière dont on le gère qui donne la crédibilité à la valeur, à la monnaie qu'elle émet. Et donc, imaginez même que pour la partie même de pandémie, à un moment donné, on décide, parce qu'il y aurait de l'inflation, parce qu'on repart très vite, de restreindre l'offre de monnaie. Comment est-ce que la Banque centrale s'y prendra? De la même manière qu'elle a fait du quantitative easing, mais elle va le faire à l'envers. C'est-à-dire qu'elle va revendre les obligations qu'elle a dans son portefeuille, qui sont donc les obligations d'État. Les billets vont rentrer, elle va les détruire. Voilà comment elle va faire. Si vous dites maintenant, sur une somme pas de 100 milliards, mais une somme très élevée, allez, soyons fous, 1000 milliards, je fais une croix dessus. Ça veut dire qu'il y a 1000 milliards d'argent qui sont partis sans aucune garantie maintenant derrière, qui sont les obligations d'État qui ont été sa contrepartie et qui disparaissent. Et donc, il y a 1000 milliards de billets de banque qui n'ont aucune contrepartie. Et ça me fait peur en termes de crédibilité de la Banque centrale elle-même, et pour des raisons qui en plus n'apporteraient rien en termes de budget, puisque je vous répète que même les taux d'intérêt aujourd'hui à la Banque centrale, ils seraient positifs ou négatifs, s'il ne se passerait rien. Donc c'est jouer avec le feu pour une rémunération en termes de coût pour les États qui est négligeable. Mais l'alternative, c'est quoi alors? C'est la hausse des impôts, c'est impossible, on est au max. On peut un peu symboliquement augmenter sur les épaules les plus larges, pour ne pas dire les riches. La croissance, tout le monde en rêve, mais elle n'est pas là. Mais vous voyez, quand vous dites l'alternative, j'aimerais aller au bout alors d'abord sur le premier point, avant l'alternative. Donc on est d'accord, en termes de coût, ça ne change rien. Par contre, ce que vous dites, ceux qui disent on pourrait annuler la dette, c'est ils ont une autre idée derrière. C'est dire mécaniquement si on l'annule cette dette, malgré le problème que j'ai mis, ils disent à ce moment-là, tous les rapports des PIB vont redescendre. Et donc on va en profiter pour redépenser ce montant-là. Ah ben moi je veux bien. Et après, quand on les aura redépensés, on aura de nouveau de la dette, la Banque centrale va les racheter. Le marché financier prête. Voilà, mais c'est la Banque centrale pour le moment. Oui, la Banque centrale les reprend. Une fois que ça est là, on dit la même chose. Ben, c'est quand même lié encore au Covid. Pouf, on l'annule. Les rapports dette PIB rebaissent. Donc on aurait finalement trouvé à faire tourner une imprimerie sans avoir de garantie. Et vous savez, comme moi, il y a des expériences partout, et notamment dans les républiques bananières où on n'imprime pas de l'euro, mais du bolivar. On sait ce que Tintin en disait déjà à l'époque. À un moment donné, votre papier, il ne vaut plus que l'encre et le coût du papier. Donc ici, je trouve que ce serait dommageable, alors que l'euro a quand même une crédibilité, et pas depuis Mario Draghi, mais avec Mario Draghi aussi, on a une solidité que pour le moment, puisque les 75 autres pourcents, malgré ces taux administrés, ne réclament pas pour le moment une prime de risque, pourquoi aller prendre des risques inconsidérés, alors que sincèrement, ça n'améliorera pas le coût de financement des États. Et je viens sur la deuxième, l'alternative, c'est de dire on peut très bien continuer à s'endetter, même au niveau des États, même avec des rapports dette PIB plus importants. La preuve, c'est que si vous regardez le Japon, il a un rapport dette PIB de 200%, il n'est pas mort parce que... C'est un pays même riche. Bien entendu, parce que sa crédibilité dans la gestion de sa dette fait que l'argent qu'on utilise pour monter, par exemple, de 100 à 120, voire de 120 à 130, part dans des investissements créateurs de valeur où on sait que ce supplément de dette qu'on va émettre, il y aura largement dans la manière dont elle va le dépenser de quoi le rembourser, voire même avoir une petite rémunération. Et c'est ça que je pense qui est le grand espoir, c'est de dire aujourd'hui, si nos plans de relance accroissent, parce qu'il n'y a pas de nouveau de repas gratuits, ni de recettes gratuites, ni de coups de baguette magique, accroissent encore finalement l'endettement, qu'il soit logé en banque centrale, qu'il soit même régional, qu'il soit fédéral ou qu'il soit européen, si c'est des vrais investissements qui sont derrière, alors à ce moment-là, on a de bonnes chances d'avoir aucun problème. Ce sera très crédible et pour la valeur de la monnaie et pour, en plus, le fait que ce sera soutenable, c'est-à-dire qu'on n'aura pas à un moment donné à se dire on n'est plus capable, avec cet endettement, de l'honorer. Et je pense que c'est ça qui est fondamental. Et alors une chose aussi, mais ça je sais que vous le savez,
c'est de dire pourquoi est-ce qu'une dette perpétuelle est toujours dangereuse. C'est parce qu'une dette perpétuelle, vous ne permettez plus à un moment donné à un acteur extérieur, parce qu'il y a les États qui émettent et puis il y a les épargnants, c'est de dire à un moment donné, en fin d'échéance, à 10 ans ou à 20 ans, si on a pu rééchelonner la dette en allant le plus loin possible dans les échéances, ce qui est très malin étant donné les taux d'intérêt bas, c'est de dire à un moment donné, le marché pourra dire je trouve, et le marché, c'est nous. Hein, on n'est pas l'épargnant. Oui, exactement, les épargnants pourront dire j'accepte, vu ce qui s'est passé, de remettre encore à disposition de l'État un montant X par rapport à ce que je lui avais déjà prêté. Et là, à ce moment-là, vous avez quand même une évaluation qui vient par le marché de la crédibilité des politiques économiques et des politiques budgétaires qui ont été menées. Si vous dites maintenant, imaginez un peu, je ne sais pas vous, Amit, si on vous proposait d'acheter une dette perpétuelle sur n'importe quel État, hein, je ne jette l'opprobre sur personne, et vous diriez le remboursement du capital, il n'est absolument pas garanti puisque c'est perpétuel, et je n'ai que l'intérêt de dire à quelle rémunération vous demanderiez, étant donné tous les risques que ça comporte, même de le concevoir, hein, de venir être propriétaire d'une dette perpétuelle, je ne suis même pas sûr que ce serait gagnant pour les États. Donc de dire à un moment donné, faisons des choses qui sont vraiment crédibles, vraiment robustes sur les plans de relance, et donc ça permettra de justifier, de toute façon on est bien au-delà des taquets du pacte de stabilité, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a arrêté pour le moment, donc de dire, si on augmentait même encore de 10% la dette publique, ou qu'on la loge, du moment que derrière, il y a des vrais investissements créateurs de richesse, et donc ce sont de vrais investissements, ça ne posera aucun problème. En fait, on pourrait aussi clore le débat en disant que finalement les taux sont tellement bas aujourd'hui que ça ne sert à rien d'en discuter. Exactement. Par contre, faire peur au marché et qu'eux demandent une prime de risque... C'est pas très intelligent. Non, je ne pense pas. Alors, revenons aux jeunes qui font partie de l'équation de votre titre. On sait que les jeunes vont hériter d'une triple dette environnementale, la dette publique, la dette du vieillissement. Est-ce qu'on pourrait au moins imaginer qu'on s'endette à plus long terme? La France vient de le faire pour 50 ans. Est-ce que c'est une solution envisageable? C'est toujours une solution, surtout dans le contexte actuel, parce que les taux d'intérêt sont bas. Et moi, j'aime bien... Pour étaler leur effort, exactement. Par contre, qu'ils sachent quand même faire la part des choses. Et ici, il n'est pas question de mettre le côté climato-sceptique sur la table. C'est de dire, si on aime l'environnement et qu'on veut nous résorber la différence avec ce qu'on a fait par le passé, il faut accepter que jeunes comme vieux, on en paie tout de suite les conséquences. Il y a toute une série d'investissements green, où on dit Green Deal, c'est plus, et ça aura certainement des effets sur la planète, sur la qualité de l'air, peut-être qu'à très long terme le nombre de cancers baissera, mais dans un premier temps, ce sont des coûts qu'il va falloir honorer. Tout n'est pas dans ce cadre, mais une bonne part des investissements verts ne sont pas réellement des investissements qu'on peut juger rentable sur le plan financier si on regardait vraiment un business plan. C'est des investissements pour la planète. Et cette planète mérite certainement notre attention, mais alors à ce moment-là, il faut accepter aussi d'en subir le coût. Et je vous signale qu'on serait quand même des grands égoïstes si maintenant, où on estime qu'on n'a pas bien fait les choses et que c'est nous qui avons pollué, on arrive à vendre aux jeunes, écoutez, on va étaler tout ce que ça va coûter, et c'est encore vous qui allez la payer. Oui. Ça, je trouve de nouveau que c'est pas mal quand même en termes de perception. Alors de dire qu'on va tous un peu y contribuer tout de suite, y compris ceux qui aujourd'hui ont déjà créé ou en tous les cas laissé faire cette pollution, moi ça me gêne moins que de dire toujours on va reporter quand ce ne sont pas des investissements sur les comptes des autres. Par contre, quand c'est un vrai investissement, vous savez, je me méfie toujours quand mes étudiants me disent on va faire un investissement et vous mettez un qualificatif derrière. Stratégique. Ben, je dis pourquoi vous dites stratégique si c'est un investissement qui rapporte de la richesse. C'est un pléonasme. Oui, ou que c'est dichotomique, c'est-à-dire c'est parce que monsieur le professeur, je veux vous dire que si vous me démontrez qu'il n'est pas rentable, on le fera quand même parce qu'il est stratégique. Et j'ai peur que parfois on puisse faire la même chose avec d'autres vocables. On dit c'est un investissement vert, de toute façon on le fera parce que ça fait du bien à la planète. Ben, alors ne calculons même plus à ce moment-là. Or, un investissement, si on est tout à fait d'accord, il doit à un moment donné répondre à deux critères. Une rémunération pour les risques pris qui sont légitimes pour que des apporteurs de fonds le financent, et deux, une rentabilité par rapport, en dehors du plaisir qu'on a de le faire, avec des cash flows, avoir à ce moment-là des flux de liquidités qui permettent justement de justifier cette rentabilité. Après que vous disiez c'est mieux de faire dans le green, je suis tout à fait d'accord. Que vous disiez que c'est en plus stratégique et que ça nous aidera tous, encore mieux, que c'est sociétal, magnifique, mais il faut alors faire très bien la différence de dépenses sociétales par rapport à des investissements sociétals, d'investissements verts par rapport à des dépenses vertes. Et à ce moment-là, d'être honnête, de dire si c'est des dépenses vertes, mes gaillards, il va falloir payer tout de suite, à un moment ou à un autre. Mais Roland, vous êtes en train de faire le cahier des charges du plan de relance belge, hein, puisqu'en fait, on sait que globalement, il y a 750 milliards qui devraient, on ne sait pas quand, mais investis
pour rebooster l'économie européenne et la reverdir. Et il y a une participation qui ira vers la Belgique qui est de 6 milliards. Hein, donc c'est moins important que les 200 milliards des Italiens. Avec ces 6 milliards, d'abord, hein, est-ce que vous pensez que c'est au gouvernement à piloter? On a mis quelqu'un pour diriger ça, qui est un garçon intelligent par ailleurs, qui est Thomas Dermine. Tout à fait. Et alors, je pose la question parce que on est en Wallonie, on est le CER de Wallonie, et il y a un plan qui a été lancé, en tout cas verbalement, en termes communicationnels, qui s'appelle le plan Get Up Wallonia, il y a un an. On n'a toujours rien vu. Mais je pense que c'est de nouveau, je pense que d'abord, je connais toute une série de gens qui font partie de ce groupe et que j'estime vraiment beaucoup. Les autres, je ne les connais moins. Donc ça, c'est les précautions oratoires, mais... Non, même pas de mais. Mais ce que je crois, ce n'est pas lié au groupe, c'est à la manière dont les décisions politiques qui devront être prises ne vont pas être simples quand on sait qu'on a des moyens limités, un grand nombre de projets. Alors on peut faire soit du saupoudrage, on peut faire plaisir à toutes les colorations qui seront autour de la table, et je ne dis pas que c'est ce qui sera fait. On a eu le sentiment que du côté francophone, c'était plus saupoudrage, alors que du côté flamand, ils avaient restreint leur C'est ce que je dis. Mais de nouveau, même les gens qui sont derrière Get Up Wallonia n'ont pas la main sur les investissements qui vont être faits. Et c'est normal, c'est le politique qui doit prendre les décisions. Et je crois que c'est lui qui peut résoudre ce gap entre la qualité de tous les groupes qui sont en train de réfléchir et la manière de rentrer dans des investissements qui sont effectivement créateurs de richesse ou qui sont des dépenses sociétales, et de dire à ce moment-là, non, ici, Get Up Wallonia, c'est vraiment un plan de relance, c'est vraiment pour booster, et donc ça doit être calculé en termes de rentabilité et d'effet de création de richesse. Parce que derrière la création de richesse, vous le savez comme moi, on va répondre à la deuxième question, on va créer aussi des emplois. Et donc, moi, je pense que c'est là que la sélection doit vraiment porter. Je suis certain que quelqu'un comme Thomas Dermine y est tout à fait sensible. Je dis juste que vous voyez, comme d'autres, qu'il a bien dû accepter, ou en tous les cas que ça a été proposé politiquement, qu'on refasse, on est tous d'accord qu'il était nécessaire de le faire un jour, le palais de justice de Bruxelles. Or, vous savez comme moi, je suis sûr que ce n'est pas pour ça, et si vous voulez, je peux prendre la Sorbonne, ce n'est pas parce qu'on refait la Sorbonne que l'enseignement à la Sorbonne sera meilleur. Non. Maintenant, c'est vrai que si on prend un coup de plâtras, parce qu'on l'a vraiment laissé faire trop longtemps, aussi bien au palais de justice et que le magistrat est assommé ou un prof à la Sorbonne, il n'y aura plus du tout d'enseignement. Mais de dire que c'est vraiment ça qui va rebooster, non, je pense qu'on utilise aussi parfois maintenant toute une série de ces mannes pour combler des choses qu'on n'a pas fait par le passé et qu'on doit rattraper. Et donc, si on met tout l'un dans l'autre, regardons bien quand même qu'il y a des investissements qui, eux, vont vraiment créer de la richesse, il y a des investissements qui sont du rattrapage, et il y a des investissements qui sont probablement plus des dépenses sociétales qu'on, allez, je vais le dire, pas qu'on maquille, mais qu'on laisse penser que ce sont des investissements. Et ça, c'est dangereux. Or, aujourd'hui, je pense qu'on a plus d'intérêt à vraiment pousser des investissements, et je répète, publics comme privés, qui sont créateurs de richesses et dont on a bien vérifié qu'ils répondent d'abord à la qualité d'investissement et pas à la qualité de dépenses. Et si ce sont des dépenses, on peut aussi les faire, mais alors il faut accepter qu'il faudra trouver une source de financement. Alors, ça fait presque 3/4 d'heure qu'on est ensemble à discuter d'économie. On a vu qu'il y a énormément d'incertitudes. Il y a un seul lieu où visiblement il n'y a pas trop d'incertitudes quand on regarde l'évolution des cours, c'est la bourse. Est-ce que la bourse sait des choses qu'on ne sait pas? Est-ce qu'elle anticipe une reprise plus forte qu'on ne l'imagine? Ou est-ce que tout simplement il y a une totale déconnexion entre ce dont on parle depuis 3/4 d'heure, c'est-à-dire l'économie réelle, et puis des chiffres? Je peux citer Tesla, qui aujourd'hui, à elle seule, sa capitalisation boursière est équivalente à celle de tous les grands fabricants d'automobiles, ce qui voudrait dire que même si on pense que l'électricité va être l'avenir, ça voudrait dire, en fait, ça revient à dire que pratiquement toutes les voitures électriques vont être fabriquées par Tesla, ce qui est une hérésie. Mais il y a deux choses. D'abord, je ne voudrais pas paraître prétentieux parce que je n'ai moi-même pas de boule de cristal. Et deuxième chose, j'enseigne quand même à mes étudiants que les prix en bourse, de manière générale, sont à la fois un casino vu par certains et une efficience des marchés vue par d'autres. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième chose, mais je suis vraiment d'accord avec vous, c'est de voir des sociétés comme Tesla, parce que vous avez cité Tesla, qui ont un rapport cours-bénéfice de 700-800, à certains moments, là, il y a vraiment un problème, sauf à supposer qu'elles vont manger toutes les autres. Maintenant, ce qui est vrai aussi, c'est qu'on est dans un cadre, et c'est toujours, mais là, c'est un dégât collatéral, qui est juste explicable, celui-là, c'est qu'avec des taux d'intérêt très très bas, administrés par les banquiers centraux, on crée probablement des bulles ailleurs. Alors, pas sur tout, hein, évidemment. Et ce n'est pas moi qui vais vous dire que je vois des bulles autant que dans mon verre d'eau gazeuse, non. Mais je crois que vraiment, aujourd'hui, que ce soit sur tous les autres actifs à risque
hors dette, je vais dire actifs à revenu fixe, donc obligations de manière générale, il y a probablement sur certains segments, sur certains secteurs, sur certaines sociétés, un engouement qui n'est pas justifié, parce que des gens regardent dans le rétroviseur et ils voient que depuis 1 an et demi, depuis 2 ans, depuis 3 ans, même depuis 4 ans, étant donné ce phénomène de taux très bas et de TINA, there is no alternative, il y a beaucoup de gens qui se sont donnés au jeu et pour le moment, ils n'ont pas subi beaucoup de pertes, ou en tout cas pas de pertes suffisamment sévères pour que la volatilité leur fasse peur. Et donc, pour le moment, ils sont dans le bon côté du cycle. Je ne sais pas ce qu'ils feront si demain, il devait y avoir une correction, et je ne dis pas qu'il va en avoir une très forte, mais en tous les cas, je pense qu'aujourd'hui, tous les feux sont alignés, tous les as sont alignés pour que les bourses se portent aussi bien. Et je vous disais, même au Japon, maintenant, le fait que la Banque centrale rachète également des actions, elle contribue à ce mouvement. Et donc, l'un dans l'autre, il y a certainement de la rationalité et de l'anticipation dans les marchés financiers, mais je pense aussi qu'il y a des effets de mode sur certaines valeurs qui peuvent aussi justifier qu'aujourd'hui, on se pose vraiment des questions. Et vous l'avez très bien dit, hein, une seule société qui représente toute la capitalisation boursière, qui est aussi grande que toute la capitalisation boursière de tout le reste du secteur avec des grands acteurs dedans, c'est interpellant. Mais il n'y a pas que ça. C'est de se dire aujourd'hui, quelqu'un qui justement ne croit plus dans les obligations d'État, non pas parce qu'elles vont tomber en faillite, mais parce qu'il se dit là je perds de l'argent, qu'est-ce qui lui reste comme possibilité pour placer ses investissements? Peut-être l'immobilier, peut-être les marchés boursiers, peut-être les œuvres d'art, peut-être ce que vous voulez. Mais là, il sait que c'est des actifs à risque. Hein. Oui, ou alors la crypto-monnaie. On voit le cours du Bitcoin qui effectivement joue au yo-yo, mais qui a plus de 50 000 $. Et alors par contre, je n'ai pas compris, parce que n'importe quel commerçant un peu futé se dit, mais je ne vais pas prendre une monnaie aussi fondante, aussi volatile, parce qu'il y a un problème de change. Mais on entend un certain nombre d'institutions bancaires ou autres, ou de paiement, qui disent voilà, qu'on serait prêt, ou elles seraient prêtes à accepter le Bitcoin ou une autre crypto-monnaie. Donc là, il y a quelque chose qui m'échappe. Mais il y a d'abord une intelligence incroyable derrière le Bitcoin, en dehors des autres crypto-monnaies. C'est son créateur. Son créateur, il a développé quelque chose qui est merveilleux. Même les banquiers centraux traditionnels vont s'en inspirer en termes de système de règlement livraison au niveau de la blockchain, qui est l'innovation technologique qui est derrière. Simplement, vous allez voir, c'est un court résumé de l'histoire, mais au moins, ça montre pourquoi tout était intelligent dès le début, y compris le succès et le cours aujourd'hui. C'est que cette personne a créé un système qui est fermé, c'est-à-dire qu'au départ, le nombre de bitcoins qui va être créé, il est limité. Et pour que sa crypto-monnaie soit vraiment très bien cryptée, pour faire court, il s'est arrangé pour dire « moi, je ne vais pas émettre des bitcoins, je vais rémunérer les gens, ce qu'on appelle des mineurs, à améliorer la fiabilité de mon système en bitcoin. » Et encore aujourd'hui, les bitcoins qui sont créés vont aux gens qui améliorent encore. Ça devient de plus en plus difficile. Vous pensez bien que c'est devenu de plus en plus concurrentiel au fur et à mesure que le bitcoin a pris de la valeur, ou en tous les cas son prix est monté. Et donc, il y a notamment des parcs entiers d'ordinateurs, parce que ça demande une intelligence... C'est très polluant. Oui, exactement. Et en plus que c'est polluant, mais une intelligence artificielle très forte pour développer encore, pour aller voir comment on pourrait éventuellement miner, c'est-à-dire améliorer le système. C'est essentiellement des grosses sociétés qui sont en Chine, donc les mineurs sont là. Donc, il y a déjà un risque lié à ça, parce que c'est essentiellement des acteurs chinois qui sont derrière, non pas parce que je critique leur qualité, mais parce que ça segmente le marché très fort par rapport au système lui-même. Et donc, ce que je veux dire, c'est que maintenant, le nombre de bitcoins qui est créé est vraiment très faible, puisque, je répète encore une fois, il y a peu de gens qui arrivent encore à améliorer le système. Mais on sait en plus qu'il ne dépassera pas un certain niveau. Par contre, et ça c'est merveilleux, c'était très malin, c'est au fur et à mesure qu'on a fait de cette crypto-monnaie un actif très spéculatif, et plus qu'une monnaie d'ailleurs, qui fait que des gens l'ont observé et qu'on a beaucoup parlé de la blockchain et de tous les avantages et toute la fiabilité qu'elle pouvait créer, il s'est fait un engouement mondial sur le non-Bitcoin. Et donc, il ne faut pas beaucoup de gens dans la petite ville de La Roche, beaucoup de gens dans la petite ville d'Houston et par le monde, vu le nombre de bitcoins en circulation, pour qu'un tout petit peu de la demande, de la popularité, regardez quand Elon Musk a parlé qu'il accepterait de payer les Tesla en bitcoin, il suffit d'en avoir convaincu quelques-uns en plus du reste, le prix monte à des niveaux incroyables. Maintenant, j'invite quand même les gens à regarder une chose, les crypto-monnaies aujourd'hui, mais le bitcoin en particulier, représente, selon le cours, 700-800 milliards de dollars pour le Bitcoin. 700-800 milliards de dollars, ramenés en euros, ça fait à peu près 600, je vais faire simple, 600 milliards d'euros. Rien que les Belges ont 300 milliards d'euros sur leur livret d'épargne. Vous imaginez une monnaie à taille mondiale qui aujourd'hui
pèse 600 milliards et pas plus d'euros par le monde, c'est-à-dire 2 fois rien. Et c'est pour ça aussi que les régulateurs, pour le moment, ne s'inquiètent pas trop, sauf de l'aspect éventuellement blanchiment, vous avez vu que ça revient systématiquement, parce que si même demain, le Bitcoin tombait à zéro, parce qu'il n'y a éventuellement rien derrière, ça provoquerait moins que si l'action Tesla perd 50% de sa valeur ou bien Apple perd 30%, et pourtant tout le monde vivra encore si demain Apple perdait 30% de sa capitalisation boursière. Donc regardons quand même ça comme un épiphénomène, mais très bien organisé au départ. Et donc je suis admiratif pour cette personne d'avoir probablement... On ne connaît pas d'ailleurs. Mais non, mais moi non plus. Mais par contre, franchement, chapeau, hein, chapeau. Ouais. Alors terminons ce débat très intéressant avec vous, Roland Gillet, sur les perspectives. Alors je sais que ce n'est pas évident, que vous n'avez pas de boule de cristal, et vous avez bien raison, et personne n'a boule de cristal. Mais on en a parlé tout à l'heure, campagne de vaccination, on va dire plus ou moins 70% de la population belge qui serait, on l'espère, vaccinée en septembre. Ça veut dire quoi? Potentialité de rebond, c'est important par rapport à nos membres qui sont tous dans des entreprises. Plutôt au second semestre, plutôt 2022. Et les vraies difficultés peut-être en 2022, ou peut-être pas de difficultés, parce qu'à ce moment-là, le plan de relance viendra. Comment est-ce que vous voyez les choses? Mais je pense que les gens qui sont pour le moment à l'arrêt, ils ont tellement envie de repartir, ils s'ennuient en plus tellement. C'est des vrais entrepreneurs qui vont être très bons. Et en plus, ouais, si on accepte que les milliards qui ont été mis de côté par ceux qui ont moins souffert et qui ont dû épargner, qui ont dû se restreindre dans la consommation parce que c'était fermé, vont leur servir, je trouve que ce n'est pas de l'argent béni, c'est de l'argent mérité qui va retourner vers eux. Et finalement, le décalage dans la consommation à cause de la pandémie, ils vont le récupérer si toutefois ils sont encore pérennes. Donc j'aurais tendance à dire, j'espère, je prie, je ne sais pas comment je dois le dire, pour qu'on reparte. Les esprits animaux, oui, comme on dit. Je ne sais pas comment je peux faire, parce que à mon échelle, je n'ai pas d'incidence sur ce qui va être décidé, et surtout comment le virus va se comporter, comment nous va se comporter par rapport à lui. Mais si réellement on peut éviter de sacrifier encore des gens hyper compétents, dont je suis certain nos membres, sur le fait que malheureusement ils sont dans le mauvais secteur et malheureusement ils doivent faire un effort collectif, c'est d'abord un point principal. Et deux, si demain tout ce qu'on dépense et tout ce qu'on va dépenser avec les 750 milliards de Next Generation EU, on va vraiment les mettre dans des investissements créateurs de richesse, à la fois sur le plan public, mais également sur le plan privé, je pense qu'on a de bonnes chances d'être heureux et enfin de revoir nos membres dans de bonnes conditions, et pas rien que nos membres, de voir la société repartir du haut. Et moi, je reste vraiment un optimiste, et j'espère vraiment que les quelques mois qui vont venir vont régler le problème, comme vous l'avez dit au début, de cette vaccination, si c'est notre porte de salut. Merci Roland, merci de terminer sur ce mot d'optimisme. Je crois que c'est un peu l'ADN aussi de la plupart de nos membres et du Cercle de Wallonie en particulier. Et merci, comme d'habitude, vous avez été très pédagogue. Et alors je vous propose de nous retrouver donc très prochainement. Alors on l'espère sans doute peut-être au mois d'avril ou fin mars, je ne sais pas. Enfin personne ne le sait dès que l'ORECA reprendra, puisque comme vous savez que le Cercle de Wallonie est lié évidemment à l'ORECA et au secteur des traiteurs. Donc sans doute fin mars, début avril. Et évidemment d'ici là, on va rester en contact avec vous avec énormément de formations, d'autres webinaires. Et à très bientôt. Merci.